Bonjour et bienvenue à l'émission. Donc, mon nom est Jean-Marie Vianney. À l'émission Vivre Ensemble, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Ketia Peters, qui est non seulement consultante en affaires et leader communautaire. Bonjour et bienvenue à l'émission Ketia. Bonjour Jean-Marie, merci pour l'invitation. Merci d'avoir pris le temps, malgré ton emploi du temps qui est très chargé, de venir nous parler. Je sais, très chargé. Ces temps-ci, dans quoi tu travailles, Ketia, comme activité dans la communauté? Je sais que tu es une femme super occupée, professionnellement, au niveau de la famille et dans tous les autres univers dans lesquels tu travailles. Qu'est-ce qui te passionne ces temps-ci? Oui, c'est drôle que tu me poses la question parce que j'ai eu beaucoup de changements personnels dernièrement, plusieurs des moments de réflexion. Une des choses qui est arrivée, c'est que j'ai perdu mon père. J'ai certaines situations, merci. J'ai certaines situations personnelles. Alors, une des résolutions que je prends dernièrement, c'est de pouvoir ralentir. Prendre le temps pour soi. Oui, prendre le temps pour soi. Alors, oui, je suis encore occupée à gérer certaines de mes entreprises. Je suis aussi occupée à m'impliquer dans certains projets communautaires. Mais vraiment, dernièrement, j'essaie de prendre beaucoup plus de temps à la maison avec les enfants. Avec les enfants, aller au chalet, aller les emmener dans les activités qu'ils veulent faire. Et puis, même des fois, juste rester à la maison puis regarder des films. C'est quelque chose que je ne faisais pas souvent. Avoir à ne pas répondre au téléphone tout le temps. Exactement. Ne pas être pas être comme si la sollicitation, on a besoin de répondre à tout ce que les gens nous proposent comme activité ou projet. J'ai appris un bouton là, sur mon cellulaire qui s'appelle Airplane Mode. Ah oui, c'est bon. Fait que là, tu le mets sur le niveau de airplane, avion. Ça veut dire que ton téléphone, moi, je t'entends même pas le téléphone sonner, puis donc, les gens doivent laisser un message. Fait que ça l'aide beaucoup, ça. Quel sentiment ça donne quand on est dans ce mood-là? Ça donne quoi? De re-énergiser soi-même. Je me sens un peu plus énergisée, je me sens un peu plus reposée. Puis je me sens plus présente aussi. Je me sens plus présente avec ma famille, mes enfants, mon mari, mes sœurs, ce qui se passe avec eux dans leur vie personnelle. J'ai une sœur qui va donner naissance dans quelques semaines. Fait que c'est ça, oui, merci. Fait que je me sens beaucoup plus présente. Et puis, j'ai un sens de culpabilité parce que je ne suis pas habituée. Je suis habituée de toujours travailler pour le futur. Puis c'est ça qui m'a beaucoup aussi aidée dans ma jeunesse, de toujours, malgré que j'ai grandi dans un environnement très pauvre, je viens d'un quartier défavorisé à Montréal, puis j'aurais pu être une personne qui si j'avais pas pris ma vie en main, que j'avais pas planifié ma vie, puis prendre des actions concrètes en direction de mes résultats. Aujourd'hui, qui sait qu'est-ce que je serais aujourd'hui? Je serais partie des statistiques négatives qu'on entend des fois. Et c'est la raison pour laquelle, quand on discutait un peu par cette émission, on s'est dit, mais c'est important, surtout que nous avons cette plateforme de parler du vivre. Quand le titre de l'émission, c'est Vivre Ensemble, on s'est dit, c'est important d'avoir cette petite discussion-là, de partager nos petites histoires. Peut-être qu'elles pourraient être des histoires qui vont influencer quelqu'un qui est en train de nous écouter à faire un déclic par rapport à sa propre vie ou à des activités où ne serait-ce que faire se peut. Moi, je trouve que la vie, il n'y a pas un genre de carte, de piste directe. Il y a différents aspects pour différents niveaux dans ta vie. Fait que je pense être vraiment une personne qui était orientée par l'action, qui était vraiment organisée, qui avait plusieurs activités, était nécessaire à un certain point de ma vie pour que je puisse justement accomplir certains objectifs. Mais je pense que je suis arrivée à un niveau ou bien à une période de ma vie où il faut que je fasse beaucoup de réflexion. Et puis c'est ça que je fais dernièrement. Je réfléchis, je prends un peu de recul. Puis des fois, prendre du recul, ça t'aide à pouvoir faire 10 pas en avant. Alors c'est ça que j'ai appris. En effet, oui, parce qu'en fait, ce recul-là est en même temps symbole de synthèse de certaines stratégies de notre vie personnelle, professionnelle, au niveau de la famille également, et une bouffée d'oxygène pour rebondir, en fait, se relancer. Exactement. Puis c'est nécessaire. Puis les gens, des fois, ils pensent que si tu relaxes ou bien si tu prends du recul, que c'est comme si tu t'abandonnais. Puis je me suis sentie comme ça un peu. Je disais, oh mon Dieu, après tout le travail que je fais pendant toutes ces années-là, est-ce que c'est le temps d'abandonner? Tu sais, des fois, tu es juste là. On pense qu'on s'auto-culpabilise pour rien. Absolument. Alors que c'est un temps
Oui, c'est ça, absolument. On respire un Oui, peu, on médite, on fait la méditation. somme des choses, et puis on se relance dans l'action. Puis on fait un genre de pivot. Des fois, il faut faire un pivot, dire, OK, bon, c'est ça ma stratégie au début. Maintenant, peut-être que je devrais utiliser un autre type de stratégie. Je devrais faire un genre de, tu sais, comme une balance, tu sais, une balance de ce que je faisais. Et à un moment donné, moi, je me suis dit, parfois, c'est comme, OK, je ne suis pas l'énergumène le plus utile au monde que ça. Alors, mon absence n'est peut-être pas parfois importante parce que c'est quelqu'un d'autre. La nature a horreur du vide, donc il y a quelqu'un d'autre peut-être qui va apporter une autre coloration à l'activité, aux choses que moi. Et donc, parfois, moi, ça m'aide à lâcher prise. Parce que je me dis qu'il y a d'autres peut-être qui sont capables d'apporter une touche particulière et qui va permettre à ce que le train va continuer à fonctionner. Je suis d'accord avec toi partiellement. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont emmener d'autres couleurs au travail, au projet, aux efforts communautaires. Mais on est vraiment tous uniques. Fait que, une fois que Jean-Marie n'est plus là, mais Jean-Marie n'est plus là, fait que ce serait vraiment plus pareil. Puis c'est vraiment pas possible de remplacer Jean-Marie. Fait que ton unicité, unicité, oui. Ouais, puis ton unicité, unicité. Ouais. Unicité. Exactement, unicité. Voilà. Ton unicité est quelque chose qu'on ne peut pas remplacer. Fait que je pense que c'est important de pouvoir te rappeler de ça, que ta contribution pourrait jamais être effacée. Puis ce que je trouvais qui était important d'apprendre, c'est de pouvoir essayer d'avoir un plan de succession, de pouvoir avoir peut-être quelqu'un que tu aurais pu faire être leur mentor, pour leur aider à comprendre quel était l'objectif que tu voulais accomplir, puis comment ils peuvent continuer le travail que tu as commencé. Et ça, c'est une excellente chose, surtout dans le travail qu'on fait dans les réalités de nos communautés, et puis de la vie quotidienne, même dans notre région. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, puis, tu sais, j'ai chef d'entreprise, si tu as une entreprise où à chaque fois que tu as un nouveau gestionnaire qui vient, puis ce gestionnaire-là, il recommence à zéro. Il ne bâtit pas sur les politiques que tu avais déjà établies, le type de culture que tu avais déjà créé dans l'entreprise. Puis lui, il vient, puis ça boute tout, puis il recommence à zéro, mais ça va créer un problème. Alors, quel serait pour toi Pour tout ça, ça prend une sacrée dose de mélange de plusieurs aspects de notre vie, de la réalité, soit de l'entreprise, de notre... comment est-ce qu'on se sent individuellement également. Ce serait quoi le type de modèle de vivre ensemble? Mais le type de modèle serait d'avoir les 3 différents tirs, moi je dirais. Qui est le tir d'avoir quelqu'un qui nous mentor nous-mêmes, un genre de coach ou un mentor, que nous-mêmes on inspire de pouvoir devenir comme eux, ou bien qu'ils peuvent nous guider à atteindre nos objectifs. Que nous sommes les leaders, que nous voulons voir, le type de société qu'on veut voir aujourd'hui, qu'on vit ces valeurs-là à tous les jours. Et puis qu'en même temps aussi, qu'on a quelqu'un d'autre qu'on est en train d'apprendre, puis de coacher aussi, qu'eux-mêmes, ils peuvent apprendre de nous pendant qu'on est en train de vivre ensemble nous-mêmes. Et puis être leur modèle pour eux, pour qu'ils puissent comprendre et puis apprendre que le type de vision qu'on a, ça peut se faire, ça peut être réel. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions pendant des années, surtout avant la mort de George Floyd. Le travail qu'on a fait, moi personnellement, ça fait 23 ans que je le fais depuis quand j'étais au collège. Puis il y avait beaucoup de monde qui me disait « qu'est-ce que tu fais? Tu perds ton temps, la communauté noire, tu sais. Ça n'arrivera nulle part. » tu sais. Puis aujourd'hui, de voir les efforts qu'on a faits, de voir que ça a vraiment ouvert des portes. Ça commence à produire... Pour produire certains fruits. Certains fruits, oui, ça a pris du temps, mais sinon, ça aurait été... c'est vrai que une mort n'est pas quelque chose comme un symbole identificatif, mais celle-là a été particulière comme un petit démarqueur de ce changement dont tout le monde, tous les leaders, les gens savaient, ils étaient au courant, mais personne ne voulait mettre la main sur le changement à apporter par rapport à la réalité. Puis aussi, ça a impacté pas juste les leaders communautaires, parce que le leader communautaire, tu en as toujours dans la communauté. Il y a toujours un petit groupe de personnes qui sont toujours en train de travailler acharnement pour le changement de la société qu'ils aimeraient voir. Mais ça a vraiment eu un impact beaucoup plus grand. Parce que des gens de tous les jours, des gens qui n'étaient jamais intéressés
au travail communautaire, à la politique, qui ont vraiment vu que, OK, ouais, c'est vrai, il y a quelque chose qui doit vraiment changer pour pouvoir créer un environnement puis une société meilleure. Alors, pour moi, c'était vraiment... Ouais, puis je pense que pour vivre ensemble, il est important et nécessaire pour notre société d'aller dans cette direction-là aujourd'hui. Et je pense que tout le retard qui a été, si on peut le considérer comme retard, il faut continuer aujourd'hui à rattraper ce gap-là qui a été longtemps, qui a existé pendant longtemps et qui n'était pas l'histoire était l'histoire d'un petit groupe, et là, ça devient maintenant l'histoire de toute la société par rapport à tous les différents domaines de notre société qui doivent être reformulés, revus et relancés et remettre en question la notion du vivre ensemble. Exactement. Le vivre ensemble était toujours pour moi une priorité. Oui. Mais on n'avait pas une stratégie comment l'obtenir. Puis aussi, on n'avait pas aussi l'attention de tout le monde. Oui. Puis c'est pas tout le monde qui valorisait le vivre ensemble, puis ce genre de vision-là. Pour eux, c'était comme, c'est quoi? C'est comme un concept flou, un concept qui n'est pas vraiment tangible. C'est un concept, premièrement, qui n'a pas l'air réel pour plusieurs personnes, parce que pour eux, ils sont tellement occupés à survivre. Alors, de quoi tu me parles? De penser à mes voisins, de penser à mon collègue, de penser à ma famille, à mon environnement, à ma société, à ma communauté. J'ai pas le temps pour ça. Mais la réalité, c'est que pour pouvoir avoir la société qu'on veut, il faut qu'on vive ensemble. Et pour pouvoir vivre ensemble, il faut qu'on puisse créer une collaboration, un genre d'effort de réussite collectif pour pouvoir avoir la vie qu'on veut. Puis cette vie-là aussi va valoriser notre individualité. En valorisant notre individualité, nous valorisons une société de vivre ensemble. Et surtout que dans notre grande région de la capitale nationale, nous sommes un peu représentatif non seulement de la société et des valeurs canadiennes, mais l'état du monde aussi, parce que les gens viennent de partout et on ne peut pas fermer les yeux aujourd'hui sur la réalité de nos voisins, de nos enfants quand ils vont dans les écoles. Et on est devenu un pays monde. Et donc, le vivre ensemble nous demande encore beaucoup plus une volonté de mettre l'accent là-dessus, parce que ce sont nos enfants là qui prendront les relèves après nous. Oui, mais même si on décide de ne pas mettre l'action là-dessus, on décide d'une personne que, toi, tu penses que tu vis chez toi, tu vis avec ta propre... Oui, les choses vont bien, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de problème de racisme systémique, mettons, ou bien tu n'as pas de problème économique, de développement économique, ou bien, je ne sais pas, ça va bien, tu n'as aucun impact négatif. Mais à la fin de la journée, oui, il y a un impact. Parce qu'avant de pouvoir être quelqu'un qui est victime, si tu vois ton voisin être victime, ça veut dire qu'un jour, tu vas être victime aussi. Exactement. Nous sommes tous connectés. Alors, en pensant que tu peux être séparé de la collectivité est une idée. Oui, si tu n'agis pas, tu penses que ce n'est pas quelque chose qui te concerne. Qui va te concerner ou qui aura un impact sur toi. Ça pourrait être... Oui, ça va toujours avoir un impact sur toi, d'une manière... direct ou indirect. Voilà. Alors ça, c'est ça que j'ai appris. Avec ta permission, donc on va prendre une courte pause. On va revenir pour ceux et celles qui nous écoutent. On revient tout de suite après cette courte pause. Nous sommes en conversation avec Mme Ketia Peters, donc, qui nous parle de sa réalité et la compréhension du vivre ensemble. Ne quittez pas. On revient tout de suite. À l'émission, donc toujours avec Ketia Peters. Ketia, pour certains, le vivre ensemble, c'est inclure. Pour certains, le vivre ensemble, c'est intégrer. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait pour toi? Est-ce qu'il y aurait une troisième astuce de ce processus? Moi, je pense qu'on ne peut pas faire un sans l'autre. On ne peut pas inclure sans intégrer. On ne peut pas intégrer sans inclure. Il faut vraiment porter attention aux deux. Il faut non seulement inviter les différentes perspectives, les différentes voix à la table, mais il faut aussi pouvoir les permettre d'être uniquement eux-mêmes. Alors de pouvoir enlever les barrières qui leur permettent de ne pas pouvoir fleurir dans un environnement, puis aussi de pouvoir
créer d'autres portes qui pourraient les supporter puis les encadrer beaucoup mieux pour qu'ils puissent être le meilleur d'eux-mêmes. À un certain moment, c'était la stratégie, c'était la représentation. OK, il faut 2 ou 3 là, puis on ne fait pas le travail. C'est, il y a 2 ou 3 qui sont là, est-ce que c'est pas assez? Aujourd'hui, c'est la réalité, quoi. On est où, là? On voit que c'était pas assez. Oui. La réalité, c'est que la représentation, ce qu'on disait quand on disait la représentation, c'était que, OK, on a quelqu'un qui a l'air différent. Oui. Puis des fois, c'était avec la couleur de la peau, ou bien avec... une femme. Une femme, tu comprends? Ou quelqu'un avec un handicap. Absolument. Mais ça veut dire, mais le fait, c'est que cette personne-là n'était pas authentique à eux-mêmes. Pendant longtemps, les femmes, dans des postes de leadership, ils se comportaient comme des hommes. Alors qu'il y a un modèle de leadership féminin qui doit, qui doit être considéré. Absolument. Et qui doit être accepté. Absolument. Et célébré. Absolument. Absolument, comme pour aider notre société à pouvoir à fleurir. En tant que femme, personnellement, moi-même, j'essaie de promouvoir, puis d'être la modèle de ce type de leadership-là. Où ce que je viens à la table, je peux être dans une réunion avec juste des hommes, à gros niveau, mais si mon fils m'appelle au téléphone, écoute, j'arrête, et je vais prendre le téléphone, je vais prendre l'appel. Exactement. Pendant longtemps, même en tant que consultante en ressources humaines, je faisais des entrevues. C'était des petits gestes comme ça qui font toute la différence. Absolument. La particularité de comment le leadership, soit masculin et féminin, peuvent aller dans la même vision, mais de manière différente pour démontrer que les deux priorités sont mutuellement inclusifs, tu comprends? Souvent, je faisais des entrevues, puis j'interviewais des femmes, puis ils disaient promouvoir souvent dans leur entrevue que « inquiétez-vous pas, j'ai des enfants ». Mais c'est pas légal, premièrement, qu'ils parlent de ça, mais ils voulaient toujours démontrer que leur famille, leur vie de famille, vie de couple, leurs enfants ne sera pas un problème dans le poste, qu'ils vont pouvoir voyager, faire tout ce qu'ils ont à faire pour pouvoir combler le poste. Mais pour moi, je trouvais que c'était vraiment de valeur. C'est vraiment triste de les voir être obligés, ou ils se sentaient qu'il fallait qu'ils séparent leur rôle de mère pour pouvoir être valorisés. Rien n'empêche que cette rôle fusionne, les 3 rôles ou les chapeaux qu'on porte. En même temps. Soit des réalités que on est un individu, là, on est une Ketia Peters, un Jean-Marie, et c'est ce qui est, quoi. C'est à nous, en tant que société, de pouvoir s'adapter pour que cette personne-là peut venir dans l'environnement, dans le poste, en étant eux-mêmes pleinement. C'est à nous de le faire. Et ça parle de la notion de l'héritage que l'on transmet à l'autre. C'est un projet qu'on construit également quand on parle du vivre ensemble. Mais quels sont est-ce que ça peut avoir des limites quand on est dans... Oui, parce que quand tu parles d'adaptation, quand tu parles de créer des portes, briser des barrières, des fois tu parles aussi d'un coût économique. Des fois, il y a aussi un coût de temps aussi. Des fois, il faut donner plus de temps. Par exemple, on a donné l'exemple des femmes. Il faut donner plus de temps aux femmes, de pouvoir... beaucoup plus de place. Plus de place, et puis leur donner le temps de s'adapter, ou bien s'ils sont rendus à un âge dans leur carrière, ou s'ils veulent aussi avoir des enfants, mais de leur donner le temps d'aller prendre leur pause maternitale pour pouvoir passer le temps avec leurs enfants. Fait que des fois, oui, ça va demander beaucoup plus de temps, ou des fois, ça va avoir un coût. Beaucoup plus de ressources à mettre là-dessus pour encadrer non seulement les individus à vivre exactement leur potentiel dans ces postes-là, dans ces situations également. Alors ça peut être une limite, c'est sûr. Mais je pense que aussi c'est notre manière à nous, en tant que société, de pouvoir trouver une manière créative de trouver les solutions pour ces résultats. Et donc, toi, comment tu réussis à faire tout ce mélange-là, maman, entrepreneur, leader de la communauté? À quel moment tu utilises quel chapeau? Exactement, oui. Moi, c'est pour ça, justement, je suis devenue une entrepreneur, parce que être maman était une priorité pour moi. Alors, travailler dans un bureau où il fallait que je me stresse le matin pour me rendre dans mon cubicule à 8h30, après ça, partir à 4h30, 5h, puis être bloqué dans le trafic pendant 1h30. Après ça, arriver chez moi, j'ai pas le temps de faire à manger. Fait que pour moi, c'était une priorité pour moi de pouvoir
élever mes enfants. Ouais. Alors, c'est pour ça que je suis devenue entrepreneur. J'ai ouvert mes propres practices. Ouais. Mais j'ai aussi toujours eu un amour pour la communauté. Ouais. Alors, j'ai voulu aussi aider à développer une organisation à but non lucratif. À but non lucratif. Et ce que les gens ne savent pas, c'est une dame de cœur. Et tu t'occupes des personnes qui ont un peu plus de difficultés dans la communauté que d'autres. Dans tes entreprises, certains sont beaucoup plus basés sur accompagner les gens, leur apporter le soutien nécessaire, surtout les personnes marginalisées au sein de la communauté. Oui, mais moi, c'est vraiment... Toutes mes entreprises sont toujours sociales. Oui. Parce que c'est vraiment ça que mon cœur résonne. Oui. Alors, toutes mes entreprises sont sociales, sont toujours basées sur le vivre ensemble pour donner, redonner, l'éducation, faire la promotion, promouvoir une certaine vision, promouvoir une certaine manière de penser, de voir les choses, éduquer, donner l'information aux gens. Fait que c'est vraiment, toutes les organisations que je fais sont vraiment, ils promouvoient ça. J'ai une résidence de personnes âgées aussi. Exactement. Alors, de pouvoir protéger les personnes âgées, de pouvoir, les personnes vulnérables. Moi, vraiment, j'ai une chose avec vouloir protéger les personnes vulnérables. Est-ce que c'est par rapport, en début d'émission, tu parlais de ton enfance, tu as vu les gens ne pas en avoir beaucoup, et à ce moment-là, tu t'es dit, mais le peu que j'ai, c'est peut-être important que je sois capable de le partager un peu plus. Cette générosité. Non, c'est pas que j'ai vu les gens pour en avoir beaucoup. J'en avais pas beaucoup. C'était moi-même. Le manque que j'ai eu m'a vraiment fait avoir une sensibilité sur ça. Alors, quand que je vois d'autres personnes qui ont un manque, surtout quand que je suis rendue à un point où moi, j'ai une capacité, d'avoir un peu plus, c'est ça. Je trouve que c'est une bénédiction quand même, là, de pouvoir arriver à un point dans ta vie où ce que tu es capable de développer une certaine sécurité économique. Et puis avoir aussi même une famille, tu sais. J'ai mon mari, c'est pas facile, le mariage, là, d'avoir un couple, mais juste ça, c'est quand même... le partenariat, la collaboration. Exactement. En dialogue. Exactement. C'est pas tout le monde qui a ça. Il y a beaucoup de mères qui sont monoparentales. Et puis ça doit pas être facile. Je fais juste m'imaginer d'être dans leurs souliers. Alors, moi qui ai un encadrement, s'il y a quelqu'un qui est dans une situation où ils sont toutes seules, ils ont leur enfant, ils doivent l'emmener à l'hôpital, puis ils n'ont pas personne d'autre pour pouvoir venir les emmener à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas de voiture, bien, je vais prendre le temps de le faire, tu sais, parce que moi, j'ai le bénéfice d'avoir un partenaire. Fait que c'est toutes ces choses-là. Pour moi, je trouve que chaque personne qui a une capacité plus que l'autre, on peut toujours en donner, on peut toujours en faire pour quelqu'un d'autre qui en a besoin. Et donc, c'est ça, ça touche un peu la question que je voulais poser, c'est de savoir, ce sont ces facteurs-là qui favorisent le vivre ensemble, alors? Oui, de pouvoir avoir... Moi, je le vois comme un genre de cadre, OK, dans ma vie. J'ai le carré de carrière, carré de famille, carré d'éducation, puis carré de communautaire. Fait que c'est tout, je le blende ensemble. Fait que mon entreprise, mes entreprises, vu que ce sont mes entreprises, je peux toujours emmener mes enfants avec moi. Alors, ma journée commence où je me réveille le matin, je fais ma méditation, ma prière. Après ça, je commence à préparer la journée pour les enfants. Je les envoie à l'école. Alors, je suis là avec eux, les enfants, je suis avec eux le matin, je suis présente. Puis je le revois partir. Là, je commence ma première réunion. Alors, je peux décider quand est ma première réunion. Alors, je commence vers 10 h le matin. Puis après ça, je peux prendre des breaks entre-temps. Après ça, quand leurs écoles finissent, mais j'arrête de travailler pour quelque temps. Je les emmène, on mange. Après ça, je les emmène dans les activités. Mais je peux être au téléphone, vu que c'est mon entreprise. Je suis souvent dans la gestion. Je gère plusieurs équipes. Alors, je suis souvent au téléphone. Mais mes enfants sont présents avec moi. Fait que je suis capable de vraiment blinder. C'est vraiment un univers intégré avec votre vie professionnelle, familiale. Exactement. Exactement. Et quand que je vais dans mes réunions, des fois, j'emmène mes enfants avec moi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans les dernières minutes de l'émission? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à ce niveau-ci? De continuer d'avoir une santé, de continuer à avoir une santé excellente. J'ai une bonne santé. C'est un autre bénéfice que j'ai, d'avoir une santé continue, de continuer à avoir de l'amour autour de moi. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont des bonnes personnes authentiques, qui m'aiment. Et puis aussi de continuer à me donner la force de pouvoir continuer à faire ce que je fais et de protéger les gens qui en ont besoin. Le vivre ensemble, la dernière question pour vous, une image, un objet, une chanson, une femme ou un homme qui, pour vous, symbolise le vivre ensemble, serait quoi? Moi, je vois un cercle plein de cœurs, un cercle fait en cœur, plusieurs cœurs. Oui, parce que ça doit venir du cœur.
Ça, c'est un sac, c'est un objet, une personne. Je dirais Mandela. Mandela, Oui. ok. Une chanson. Dans le sac, il y a les cœurs, là. Il n'y a pas une chanson? Une colombe. Une colombe est partie en voyage. Oui. Parce qu'à la fin, on va tous arriver à la même endroit. Ouais. C'est ce que j'ai appris dernièrement. On va faire le même voyage. On va faire le même voyage. Ouais. Fait qu'on devrait avoir la même vie, on devrait avoir la même vision pendant qu'on est sur Terre. Ouais. Parce qu'on va tous partir à la même place. Être généreux et considérant pour les autres. Absolument. Toujours laisser une place autour de la table pour que la personne qui n'y est pas vienne s'asseoir. Et ouvrir la porte pour la prochaine génération. Ouais. Parce qu'une colombe va partir en voyage, puis un jour, ça sera ton tour. Un conseil pour des femmes, des entrepreneurs, des leaders de la communauté? Soyez authentique, soyez vous-même. Ouais. Vous êtes unique, vous êtes la seule personne. Personne ne peut répliquer qui vous êtes. Vous êtes la seule personne. Fait qu'apprenez à connaître qui vous êtes vraiment en dedans de vous. Ouais. Et puis après ça, marchez dans le monde, dans la société, en tant que vous, de manière authentique. Oui, et puis donc, nos leaders qui nous suivent, qui sont en train de nous suivre, un message à leur adresser. Restez authentique. Ouais. Je sais que des fois, on se pose la question, on se dit, OK, tout ce travail-là, est-ce que ça vaut la peine? Ça vaut la peine. Parce qu'on ne le fait pas vraiment pour des biens matériaux, parce qu'il n'y en a pas vraiment dedans dans ce domaine-là. Mais de vraiment croire qu'à la fin, cette vision-là, elle est possible, ça va porter fruit. Ouais. Puis ça prend tellement de temps que des fois, on se doute. En tout cas, il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter de vous. C'est le message qu'on retient de tout ce beau partage que nous avons eu. Merci encore infiniment, Ketia Pictet, d'être passé à l'émission. Merci. Et on vous souhaite tout ce que vous voulez pour vous-même et pour votre famille et pour vos entreprises. Nous, on vous remercie d'avoir écouté l'émission et donc on vous souhaite de continuer à écouter les émissions de Rogers et puis à la prochaine. Au revoir. Merci encore.